Bonsoir et bienvenue dans ce podcast où on va travailler l'examen régional normalisé du baccalauréat qui a été proposé dans la région de Rabat-Salé-Kénitra en session normale en 2021 qui est destiné aux candidats libres. Donc on va commencer par lire le texte support. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda. La vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide, « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. » Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière, pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. Donc voilà pour le texte. Alors l'épreuve contient deux parties. Une première partie étude de texte et une deuxième partie production écrite. Donc on va commencer par la partie étude de texte. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. Alors après la lecture du texte, où on a retrouvé deux reprises ou à plusieurs reprises le nom du personnage de Candide qui figure aussi dans le titre de l'œuvre au programme et plus précisément au programme de la deuxième année du baccalauréat et plus précisément dans le premier module. Donc on comprend très bien qu'il s'agit de Candide de l'optimisme. Alors Candide de l'optimisme, c'est le titre de l'œuvre. Donc on va écrire ça dans la deuxième partie, dans la deuxième colonne. Et dans la première colonne, on va mettre le nom de l'auteur, Voltaire. Genre littéraire, troisième colonne, genre littéraire. Alors le genre littéraire de Candide de l'optimisme, c'est un conte philosophique. C'est un conte avec C-O-N-T-E. Le conte, c'est quoi? C'est un récit amusant, destiné à distraire. Philosophique, c'est-à-dire qui fait passer un message ou une leçon de morale. Alors, dans la quatrième colonne, on vous demande le siècle de l'écriture. Alors, Voltaire, c'est un écrivain du XVIIIe siècle, donc on va mettre le XVIIIe siècle, et on l'appelle aussi le siècle des Lumières. Donc voilà pour la première question. On passe à la deuxième question. Répondez par vrai ou faux. L'extrait, premier énoncé. L'extrait est situé à la fin de l'œuvre. Oui, c'est vrai. Alors, le texte est un extrait du chapitre 30 de l'œuvre de Candide de l'optimisme de Voltaire. Si vous ouvrez l'œuvre au chapitre 30, vous allez voir que le chapitre 30 est un peu long. Donc, si vous allez à la fin de l'œuvre, vous allez donc retrouver ce petit paragraphe exactement à la fin de l'œuvre. C'est le dernier paragraphe du chapitre 30 et de l'œuvre tout entière. Deuxième énoncé, chacun des personnages travaille en harmonie avec les autres, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en harmonie avec les autres? Ça veut dire vous faites un travail ou une partie d'un travail avec les autres. Ça veut dire que vous ne vous répétez pas. Chacun fait une partie d'un travail ou un travail à part, mais de façon à se compléter les uns les autres. Donc c'est vrai. Pour se justifier cette réponse, donc on peut par exemple regarder donc à la fin de la première ligne, vous avez la phrase « Chacun se mit à exercer ses talents ». On n'a
pas forcément les mêmes talents, donc chacun a ses propres talents. Cunégonde, par exemple, a des talents de pâtissière, Paquette a des talents de broderie, la vieille s'occupe du linge, Giroflée devient menuisier et Candide s'occupe du jardin. Ces personnages, troisième énoncé, ces personnages sont restés ensemble tout au long du récit. C'est faux. Alors, ces personnages se sont retrouvés ensemble à la fin du récit, mais ils ne sont pas restés ensemble tout au long du récit. Alors, pour expliquer cet énoncé, donc on va mettre une croix dans la case faux, et pour expliquer cet énoncé, donc on va devoir revenir un petit peu au chapitre 1. Dans le chapitre 1, Candide vivait au château de Thundertentronckh avec monsieur le baron, madame la baronne, Cunégonde, son frère et le maître de philosophie Pangloss. Et à la fin de ce chapitre, Candide va se retrouver chassé du château, et donc il va à partir de là découvrir le monde réel, parce qu'il vivait dans un château qui était enfermé un petit peu, donc il ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur, et donc il va pouvoir découvrir ce monde réel qui n'a rien à voir avec la vie du château de Thundertentronckh. Et alors il va donc se séparer une première fois de celle qu'il aimait et qui est Cunégonde, mais aussi de son maître de philosophie, Pangloss. Alors, donc en fait, pour ne pas revenir un petit peu et lire des extraits des différents chapitres pour voir comment est-ce que les personnages se sont retrouvés, se sont séparés à des endroits pour se retrouver à d'autres endroits, pour ensuite se séparer et se retrouver après. Donc on peut par exemple aller jeter un coup d'œil à la table des matières qui contient ou qui comprend tous les titres les différents titres des chapitres, et qui va nous faciliter un petit peu la compréhension de cet énoncé. Alors, donc Candide s'est séparé, il est chassé du château au chapitre 1, il est séparé donc de Cunégonde, de Pangloss et des autres personnes qui vivaient dans ce château. Il va retrouver son maître de philosophie au chapitre 4. Vous avez donc regardé le titre du chapitre 4, comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie et ce qui en advint. Il va par la suite rencontrer ou retrouver Cunégonde au chapitre 7. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Ce qu'il aimait ici, c'est Cunégonde. Ensuite, donc, alors Candide, il va retrouver Pangloss au chapitre 4, mais il va s'en séparer au chapitre 6. Comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Alors dans ce bel autodafé, dans lequel on brûlait des gens vifs pour empêcher la terre de trembler à Lisbonne, dans cet autodafé, Pangloss a été condamné à mort par pendaison. Et donc voilà la deuxième séparation de Candide avec son maître Pangloss. Et on va voir que, comme par miracle, Pangloss n'est pas mort dans cet autodafé. Et donc Candide va le retrouver au chapitre 27. Voyage de Candide à Constantinople. Parce que alors pendant ce voyage de Candide à Constantinople, Candide va retrouver Pangloss qui figurait parmi les galériens, c'est-à-dire les esclaves qui faisaient donc qui ramaient, qui faisaient donc
ramer cette galère, en fait, ce bateau dans lequel voyageait un ensemble de... voyageait surtout Candide et son valet Cacambo. Donc ils allaient à Constantinople pour retrouver Cunégonde. Alors voilà pour Pangloss. Donc, et puis, donc, que fait Candide dans le chapitre 27? Donc il va racheter Pangloss qui était un esclave. Il va le racheter du maître ou du patron donc du bateau. Et puis donc il va s'installer, avec Candide à la fin de l'œuvre dans la métairie qu'il va acheter à Constantinople. Cunégonde. Alors Cunégonde, Candide va retrouver Cunégonde au chapitre 7. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Puis, alors, ils vont rester ensemble jusqu'à... donc, ils vont quitter Lisbonne, ils vont en Espagne, ensuite ils vont embarquer en Amérique. Et là, arrivés à Buenos Aires, donc ils vont se retrouver dans l'obligation de se séparer. Et donc, nous serons au chapitre... voilà, chapitre 13. Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. Alors, ils vont se séparer au chapitre 13 et ils vont se retrouver au chapitre 30. Alors, Cunégonde va être vendue comme esclave. Et donc, Candide va la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve à Constantinople. Il va donc la racheter et il va l'épouser. Il y a un autre personnage dont Candide va être séparé au chapitre 1, c'est le frère de Cunégonde et qui va retrouver, alors le frère de Cunégonde, Candide va le retrouver au chapitre 14. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay. Alors, alors Cunégonde va se séparer de Cunégonde, excusez-moi, donc Candide va se séparer de Cunégonde. Il va donc partir au Paraguay. Et là, il va découvrir que le commandant des jésuites du Paraguay n'était autre que le jeune baron, le frère de Cunégonde. Alors, lorsqu'il va au chapitre 15, comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde. Lorsque Candide va exprimer son intention d'épouser sa sœur au jeune baron, donc ils vont entrer dans une sorte de combat, ils vont se disputer et Candide va tuer le frère de Cunégonde, le jeune baron. Mais là aussi, même chose de la même façon que pour Pangloss, Candide va retrouver le frère de Cunégonde au chapitre 27 pendant le voyage de Candide à Constantinople. En fait, il n'y avait pas que Pangloss qui était un galérien sur ce bateau, mais il y avait aussi le frère de Cunégonde qui était aussi donc esclave. Et Candide va les racheter tous les deux au patron de la galère et il va lui proposer donc de s'installer. Candide va proposer au frère de Cunégonde de s'installer avec eux à Constantinople, mais le jeune baron a refusé donc il a refusé donc ce mariage de Candide avec sa sœur et donc Candide va être obligé de s'en séparer.
Alors voilà donc pour l'énoncé 3. Et on arrive à l'énoncé 4. Candide est toujours un panglossien convaincu. Qu'est-ce que ça veut dire un panglossien convaincu? Candide, au début de l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il avait un maître de philosophie qui s'appelait Pangloss et qu'il écoutait attentivement. En fait, Pangloss, qui était son maître de philosophie, était aussi le représentant de ce qu'on appelle la philosophie de l'optimisme dans l'œuvre. Donc Candide, au chapitre 1, était un panglossien convaincu. Mais à partir du moment où il est sorti du château, il est bien resté pendant un moment, mais petit à petit, il a commencé à changer d'avis. Ça veut dire qu'il a commencé à laisser cette philosophie de Pangloss, qui est la philosophie d'optimisme, et il découvrait qu'elle n'était pas tout à fait, représentative de ce qu'il pensait ou de ce qu'il découvrait autour de lui. Et donc, il va la laisser tomber, cette philosophie de Pangloss, cette philosophie de l'optimisme. Puis, cela se voit très bien dans le texte, dans notre texte support. Alors, Pangloss, regardez donc cette partie du texte où Pangloss et Candide discutent. Pangloss disait quelquefois à Candide: tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'avez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Alors Pangloss continue à philosopher, donc au profit de cette idée de l'optimisme, de la théorie de l'optimisme, mais apparemment Candide a bien laissé tomber cette philosophie de l'optimisme lorsqu'il dit « Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. » Donc apparemment, Candide a laissé, a bien remplacé cette philosophie de l'optimisme par une autre philosophie qui est celle du travail. Et qu'on peut lire très bien dans la dernière phrase du texte: il faut cultiver notre jardin, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Question. Alors, question 3. Relever du texte 4 termes relatifs au champ lexical du travail. Alors, le champ lexical du travail, c'est-à-dire un ensemble de mots qui se rapportent à un thème qui est le thème du travail. Alors, vous avez donc dans la première ligne, chacun se mit à exercer ses talents, c'est-à-dire travailler. Et puis, vous avez un ensemble de mots qui désignent des métiers, par exemple pâtissière, par exemple menuisier. Vous avez aussi des mots qui désignent des actions, elles-mêmes désignant un travail. Broda, donc c'est broda, c'est le verbe broder désigne l'action de faire de la broderie. La broderie, c'est un métier artisanal. Faire le linge, c'est aussi un travail. Laver ses vêtements. Et puis cultiver notre jardin, cultiver son jardin, c'est aussi un travail, c'est celui de jardinier ou d'agriculteur. Quatrième question. Du début jusqu'à des mondes possibles, relevez 4 adjectifs mélioratifs, c'est-à-dire des adjectifs à sens positif. Alors, adjectif mélioratif, c'est-à-dire à sens positif.
Mélioratif, c'est le contraire de péjoratif. Des adjectifs mélioratifs, c'est-à-dire des adjectifs qui ont un sens positif. Des adjectifs péjoratifs, c'est-à-dire des adjectifs qui ont un sens négatif. Alors, si on prend par exemple laide, laide, ce n'est pas un terme mélioratif, c'est un terme péjoratif. Mais par contre, vous avez par exemple dans la première ligne, toute la petite société entra dans ce louable. Louable, c'est un mot mélioratif, c'est un terme mélioratif. La petite R rapportait beaucoup. Rapporter beaucoup, c'est mélioratif, c'est positif. Excellente, c'est positif. Très bon, c'est une expression positive aussi. Honnête, expression positive. Rendit service, rendre service, c'est une expression positive également. Meilleur, le meilleur. Meilleur, c'est une expression positive, c'est un terme, c'est une expression positive. Ah, excusez-moi, donc là, je crois que j'ai relevé tous les termes positifs, mais en fait, ce qui est demandé, ce sont des adjectifs mélioratifs. Alors, les adjectifs mélioratifs. Les adjectifs, par exemple, louable. Louable, c'est un adjectif. Vous avez aussi excellente, adjectif. Vous avez aussi bon, adjectif. Vous avez aussi honnête, c'est un adjectif. Très bien, donc vous avez 4 adjectifs. On a demandé 4 adjectifs, donc c'est louable, excellente, bon et honnête. Voilà, 4 adjectifs mélioratifs. Très bien, 4e question. Il faut cultiver notre jardin signifie quoi? Est-ce que cela signifie il faut exercer son talent de travailleur? Il faut se livrer aux problèmes métaphysiques ou il faut rester oisif? Il faut rester oisif, c'est-à-dire ne pas travailler. Il faut se livrer aux problèmes métaphysiques, c'est-à-dire il faut se livrer aux problèmes relatifs à la philosophie. Par exemple, enfin, les thèmes philosophiques, par exemple, je ne sais pas, l'existence de Dieu, par exemple, la liberté, des thèmes relatifs à la philosophie. Et puis, il faut exercer son talent de travailleur, donc c'est ça, c'est le premier choix qui constitue la bonne réponse. Il faut cultiver notre jardin, veut dire il faut exercer son talent de travailleur. 6e question. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Cet énoncé exprime la cause, l'opposition ou la conséquence. Donc on va mettre une croix dans le 2e choix, qui est l'opposition. Et l'opposition dans cet énoncé est exprimée par mais qu'on voit au milieu, c'est-à-dire entre la première et la 2e proposition. Donc, on a répondu à la question A. Question B, reformuler le même énoncé en utilisant même si. Alors, mais c'est une expression d'opposition qu'on place au milieu de la phrase, c'est-à-dire entre les 2 propositions pour marquer l'opposition. Mais l'expression même si, on la met au début, en tête de la phrase, c'est-à-dire au début de la première proposition. Et donc, on va dire même si Cunégonde était à la vérité bien laide, virgule, elle devint une excellente pâtissière. Question suivante. Identifiez une des figures de style présentes dans le passage souligné dans le texte. Alors, le passage souligné dans le texte correspond à une partie de la réplique de Pangloss, de ce que disait Pangloss. Si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour la mort de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado. Alors ici, on vous demande une seule figure de style, mais en fait, il y en a
plusieurs figures de style. Il y en a par exemple la répétition. Enfin, pas la répétition, mais on va dire l'anaphore. Qu'est-ce que ça veut dire l'anaphore? L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de plusieurs phrases, de deux ou de plusieurs phrases, ou de deux ou de plusieurs propositions. Là, par exemple, vous avez trois propositions. Pour ne pas dire, alors attendez, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de Mademoiselle Cunégonde, première proposition. Si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, deuxième proposition. Si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, troisième proposition. Si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, quatrième proposition. Si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, cinquième proposition. Voilà, 5 propositions, 5 petites phrases séparées par des virgules. Et au début de chaque proposition, vous avez deux mots qui se répètent, si vous, mais pas seulement deux mots, si vous n'aviez pas été. Donc c'est un groupe de mots. Si vous n'aviez pas été, si vous n'aviez pas, si vous n'aviez pas, si vous n'aviez pas. Donc on peut parler ici d'une anaphore. Voilà la première figure de style qu'on voit très bien dans cette phrase. Enfin, vous avez une deuxième figure de style, c'est ce qu'on appelle on peut parler d'une énumération. Alors l'énumération, mais vous n'avez pas ici, vous avez une énumération de propositions, de petites phrases. Donc vous avez 5 petites phrases qui se suivent oui, c'est une énumération de propositions que vous avez dans cette phrase. 5 propositions. Et vous avez aussi une autre figure de style. Alors, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, dans cette proposition, vous avez une figure de style qui est l'hyperbole. Courir l'Amérique à pied. Donc vous avez une hyperbole dans cette phrase. L'hyperbole, c'est la figure de l'exagération. Voilà, donc si vous pouvez... alors là, on vous demande une seule figure de style, mais en fait... donc vous pouvez mettre soit l'hyperbole, soit l'anaphore, soit l'énumération, c'est quand vous voulez. Mais en fait, il y a 3 figures de style. Peut-être qu'il y en a plus, mais là personnellement, je viens de remarquer ces 3 figures de style. Question 8. Transformer la phrase suivante au discours indirect. Pangloss disait quelquefois à Candide, tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Alors pour passer du discours direct au discours indirect, ici, c'est un peu facile, mais bon, alors il y a 2 changements qu'on va faire. Donc on va laisser la première partie telle quelle. Pangloss disait quelquefois à Candide. On va remplacer les 2 points et les guillemets par la conjonction que, puisque la phrase suivante elle est déclarative. Puis on va enlever donc la majuscule, que tous les événements sont enchaînés. Alors le verbe être est conjugué au présent. On va changer donc ce temps, on va changer le présent par l'imparfait. Pourquoi? Parce que dans la première proposition, le verbe dire est conjugué au passé, à l'imparfait. Au passé, et si c'était un autre temps que l'imparfait, on aurait fait la même chose, on aurait changé aussi le temps de la deuxième proposition. Donc Pangloss disait quelquefois à Candide que tous les événements étaient enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Était à IENT. Et on va mettre un point et on va supprimer les guillemets aussi à la fin de la phrase. Et on arrive à la question 9. Est-ce qu'on peut dire, d'après le texte, que le travail améliore les mœurs?
ou le comportement des gens. Justifiez votre opinion en 2 phrases. Alors, oui, d'après le texte, oui, on peut dire que le travail améliore les mœurs, c'est-à-dire le comportement des gens. Alors, on le voit bien, on remarque, enfin, dans la phrase, il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui nous rendit service. Il fut un très bon menuisier et même devint honnête homme. Alors, le métier que frère Giroflée va exercer ici, c'est le métier de menuisier. Quelles sont les conséquences de l'exercice de ce métier chez le personnage ou sur le comportement du personnage? Donc, il rend service, il commence à rendre service. Apparemment, ce n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Pourquoi est-ce que je dis que ce n'était pas le cas? Parce que il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée, l'expression il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée veut dire que même frère Giroflée commence à rendre service, apparemment en faisant ce travail de menuisier, et il devint honnête homme. Après, en exerçant ce métier de menuisier, il devint honnête homme. Donc, oui, c'est vrai que l'exercice d'un travail ou d'un métier peut impacter le comportement des gens. Frère Giroflée est donc un bon exemple qui illustre cette idée que le travail améliore les mœurs ou le comportement des gens. Il faut dire aussi que le chapitre 30 contient une phrase ou une citation très importante relative toujours à ce sujet et qui a été donnée comme conseil par un vieux turc à Candide et à ses amis. Cette phrase est la suivante: le travail éloigne de nous 3 vices. Enfin, le travail éloigne de nous. Attendez, je vais juste me rappeler la phrase. Le besoin. Le travail éloigne 3 mots, pardon, excusez-moi. Le travail éloigne 3 mots, M-A-U-X. Et les mots, c'est le pluriel du mot mal. Le besoin, le vice. Il y a un autre mot, alors le besoin, le vice. Attendez, je vais chercher. Voilà, j'ai trouvé la phrase. Le travail éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Alors, cette phrase, elle illustre très bien l'idée que le travail change le comportement des gens. Donc, il va éloigner de nous, lorsqu'on travaille, nous éloignons de nous l'ennui. Donc, on s'occupe, on a quelque chose à faire, on ne s'ennuie donc pas. Le travail éloigne de nous le vice. Le vice, ça veut dire le mal, tous les défauts. Il y a plusieurs défauts que l'on peut vaincre grâce au travail. Et puis, le travail éloigne de nous le besoin. Donc, lorsqu'on travaille, on devient autonome économiquement parlant. Et donc, on n'a pas besoin des autres au sens matériel du terme. D'accord? Voilà. Voilà donc pour cette première partie qui est donc l'étude de texte. Et donc en ce qui concerne la deuxième partie qui est donc la production écrite, je vais la travailler dans un autre podcast.